L'ascenseur de l'immeuble de Central Street avait toujours fonctionné parfaitement. La caméra enregistrait fidèlement les résidents entrant et sortant, et personne n'y prêtait attention jusqu'au soir du 3 février. Ce soir-là, exactement à 22h47, la caméra filme Naomi Coleman et sa fille Ava, âgée de 4 ans, entrant à l'intérieur. Ava tape énergiquement des pieds sur le carrelage, racontant quelque chose avec animation à sa mère qui ne semble pas vraiment l'écouter. Les portes se ferment. C'est la dernière image où l'on voit Ava entrer dans l'ascenseur par elle-même. Exactement 32 minutes plus tard, à 23h19, les portes de l'ascenseur s'ouvrent à nouveau. Sur l'image, Naomi Coleman, maintenant seule, serre contre elle une petite silhouette qui pend mollement dans ses bras. L'enfant semble dormir. Le visage de Naomi n'exprime pas de panique, mais sa respiration est visiblement accélérée. La caméra fixe chacun de ses mouvements lorsqu'elle sort de l'ascenseur et se dirige rapidement vers le parking. Quelques minutes plus tard, Naomi frappe déjà aux portes du voisin et demande d'appeler les secours. Que s'est-il passé pendant ces 32 minutes ? La réponse à cette question deviendra le point central de l'enquête. La première à arriver sur les lieux est l'équipe des secours. Ils ne posent pas beaucoup de questions. La situation leur semble claire immédiatement. Naomi parle d'un accident. Elle répète la phrase « Elle a glissé dans la salle de bain ». Mais les mots sonnent incertains, peu convaincants. Les secouristes remarquent rapidement l'incohérence de sa version. Les cheveux d'Eva sont absolument secs et ses vêtements ne portent pas une seule goutte d'eau. Ils ne formulent pas leurs doutes à voix haute, mais transmettent leurs soupçons aux policiers arrivés après eux. L'inspection de l'appartement a lieu 15 minutes après l'appel. Les policiers examinent minutieusement les lieux. La première étrangeté saute immédiatement aux yeux. Le sol de la salle de bain est parfaitement sec, les serviettes sont soigneusement pliées, et rien n'indique qu'un accident ait eu lieu récemment. Mais un objet attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Un grand ours en peluche négligemment jeté dans le débarras près de la salle de bain. Sur sa tête se détachent nettement 2 yeux en plastique dur, trop rigides, trop lourds pour être utilisés dans un jouet destiné à un si jeune âge. L'un des enquêteurs examine attentivement l'ours, puis le met de côté, notant son importance pour une étude ultérieure. Mais la véritable inquiétude survient plus tard, dans l'ambulance, lorsque l'expert médico-légal examine Ava. Il étudie attentivement son visage et son cou et remarque sur les paupières de minuscules hémorragies pétéchiales. Ces points rouges, à peine visibles, deviennent une preuve importante que la version de la mère concernant une chute ne peut être vraie. Il ne témoigne que d'une chose, d'une action mécanique sur les voies respiratoires. La police se concentre immédiatement sur l'entourage proche d'Ava, Naomi Coleman, la mère qui était à côté et qui a signalé l'incident en premier. Son comportement semble étrange. Émotion retenue, réponse courte, parfois même indifférente. Mais ce n'est pas encore une preuve. Et les policiers savent que les premières impressions sont souvent trompeuses. La deuxième personne à entrer dans le champ de vision des forces de l'ordre est Brandon Nguyen, le petit ami de Naomi. Il vivait avec elle depuis plusieurs mois, mais précisément ce soir-là, il se trouvait pour une raison quelconque hors du champ des caméras et des témoins. Son absence soulève des questions. Où était-il pendant ces 32 minutes ? Et que cache cet homme qui a envoyé un message étrange sur le téléphone de Naomi à 22h58 ? Je suis dehors. Réponds-moi. Le SMS reste sans réponse. C'est précisément le message de Brandon qui devient la première fausse piste que l'enquête commence initialement à suivre. Ce court SMS semble suspect. La police admet la possibilité qu'Eva ait pu devenir victime d'un conflit domestique, qui aurait pu être provoqué par la jalousie ou l'agression de la part de Brandon. Cependant, il s'avère bientôt que son téléphone au moment de l'envoi du message se trouvait loin de la maison, localisé par une antenne de téléphonie mobile à 7 km de l'appartement. La version de sa présence physique dans la maison devient faible, bien qu'elle ne disparaisse pas complètement du champ de vision de la police. Lorsque l'expert termine l'examen préliminaire d'Ava, il appelle l'enquêteur principal. Il parle calmement, pas fort,
mais chaque mot résonne clairement et avec assurance. Les hémorragies pétéchiales sur les paupières ne correspondent à aucun des scénarios énoncés par Naomi Coleman. Les secouristes avaient raison dans leurs premiers soupçons. La situation ne ressemble pas à un accident. Le temps de vie d'Ava après l'impact n'a été que de quelques minutes. L'expert se tait sans finir sa pensée, comme pour souligner la gravité de ce qui vient d'être dit. À ce moment, les enquêteurs scellent déjà l'appartement, emportant l'ordinateur portable et l'ours pour les étudier soigneusement plus tard. Ces objets deviendront les preuves les plus importantes, mais personne ne peut encore dire exactement comment ils sont liés à ce qui s'est passé. L'étape suivante est évidente. Trouver et interroger Brandon. Pour l'instant, il n'est pas le principal suspect, mais son comportement semble trop suspect pour être ignoré. Il ne reste presque plus de temps pour les recherches. La nuit s'écoule, et chaque heure de retard peut coûter très cher. La question clé pour l'enquête reste la localisation de Brandon Nguyen pendant ces 32 minutes qui sont devenues l'énigme centrale de cette histoire. Son message « Je suis dehors, réponds-moi » envoyé à Naomi Coleman à 22h58, semblait initialement suspect et avait attiré l'attention des enquêteurs. Mais était-il si simple de confirmer ou de réfuter son alibi ? Tôt le matin, alors que le ciel au-dessus d'Edmonton commençait à peine à s'éclaircir, l'enquêteur Michael Harris reçut un rapport qui pourrait s'avérer décisif dans l'enquête. Les détails clés du document avaient été rassemblés rapidement, professionnellement et sans aucun doute de la part du service de sécurité du port de Victoria. Selon leurs données, le soir du 3 février, Brandon se trouvait au terminal portuaire de Victoria, où il effectuait l'enregistrement pour le ferry Coho à 20h. Il avait suivi la procédure standard, présenté son billet et son permis de conduire, puis était calmement monté à bord par la passerelle. Les enquêteurs examinèrent attentivement les enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées dans le terminal. Le visage de Brandon était clairement visible sur la vidéo. Il traverse calmement le terminal, ne s'arrêtant pour parler à personne, passe la zone de contrôle et monte sur le pont. La dernière caméra le filme entrant dans la zone de restauration du ferry exactement à 20h15. À première vue, tout semblait parfait. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation, Harris ne pouvait pas se fier exclusivement aux enregistrements de vidéosurveillance. Il fallait s'assurer personnellement que Brandon n'avait pas quitté le ferry. Cette information ne pouvait être confirmée que par l'équipage. Les détectives contactèrent le capitaine du navire, qui à ce moment-là préparait déjà le bateau pour une nouvelle traversée. Harris se présenta brièvement, expliqua l'importance de la situation et demanda à consulter les journaux d'embarquement et de débarquement des passagers. Quelques minutes plus tard, le capitaine transmit à la police les documents officiels, certifiés par sa signature personnelle. Selon le journal de bord, tous les passagers, y compris Brandon, avaient terminé l'embarquement à 20h25. À 20h30, la passerelle avait été complètement retirée. Le navire avait quitté le quai. Harris étudia attentivement les rapports, notant que selon ses enregistrements, il était impossible de descendre du navire après le retrait de la passerelle. Mais l'affaire était trop sérieuse pour ne se fier qu'aux documents. Il se tourna à nouveau vers les enregistrements des caméras, cette fois celle qui se trouvait directement sur le ferry. L'enregistrement de la caméra du restaurant montra Brandon à 23h05, presque au moment même où Naomi Coleman avait déjà été filmée par la caméra de l'ascenseur avec Ava dans ses bras. Brandon était assis à une table dans un coin de la salle, se frottant nerveusement les tempes. De temps en temps, il vérifiait son téléphone comme s'il attendait une réponse. Ce comportement pouvait en dire long, mais il ne confirmait pas sa présence physique à Edmonton. Cependant, même une telle localisation précise pouvait s'avérer insuffisante. Harris demanda une vérification supplémentaire de la voiture de Brandon qui était garée à Victoria, près du terminal. Les policiers de Victoria reçurent l'ordre de vérifier le véhicule pour tout indice ou signe qu'il avait été utilisé dans les dernières heures. La fouille de la voiture fut minutieuse, mais rien de suspect ne fut trouvé. L'habitacle avait l'air comme si son propriétaire n'y était pas entré depuis le moment du stationnement. Aucune trace, aucun objet personnel, rien. Maintenant, la question se posait différemment.
Brandon aurait-il pu quitter discrètement le navire et y revenir? Harris contacta personnellement le capitaine et demanda des éclaircissements sur ce point. La réponse fut obtenue immédiatement, avec assurance et clarté. Après le retrait de la passerelle d'embarquement et le départ du quai, tout déplacement de passagers hors du navire est physiquement impossible. Tous les ponts se fermaient automatiquement. Les entrées étaient bloquées jusqu'au moment de l'amarrage au point de destination. Compte tenu des règles strictes de sécurité, la version de la sortie secrète de Brandon fut complètement rejetée. Ainsi, la version selon laquelle Brandon aurait pu se trouver près de la maison de Naomi au moment de la tragédie perdait définitivement sa pertinence. Son message « Je suis dehors, réponds-moi » semblait maintenant n'être qu'une manipulation émotionnelle envoyée à distance. Peut-être Brandon était-il inquiet ou contrarié par leur récent conflit et voulait simplement attirer l'attention de Naomi sur lui. Cette hypothèse correspondait parfaitement à son comportement sur l'enregistrement vidéo du ferry, mais ne présentait plus d'intérêt pour l'enquête comme preuve possible. En conclusion de l'enquête sur l'alibi de Brandon, le capitaine du navire transmit à la police un certificat officiel où il était écrit noir sur blanc: le passager Brandon Nguyen se trouvait à bord du navire Coho jusqu'à l'amarrage à 23h45. Harris posa lentement ce papier sur la table et comprit que le soupçon initial était erroné. Maintenant, les détectives étaient là contraints de revenir au point de départ et de reconsidérer l'affaire en concentrant leur attention sur ceux qui se trouvaient directement dans l'appartement au moment de la tragédie. Cela ne signifiait qu'une chose: l'enquête devait recommencer depuis le début et porter un nouveau regard sur le comportement et les déclarations de la seule personne qui cette nuit-là était près d'Eva, sa mère, Naomi Coleman. L'enquête revient à Edmonton, vers la figure centrale de l'histoire, Naomi Coleman. Cette fois, l'attention se concentre sur les mystérieuses ecchymoses découvertes sur la peau d'Ava. Ces marques avaient clairement été obtenues bien avant les événements de cette nuit fatale. Pourquoi étaient-elles apparues si Eva ne fréquentait aucun club sportif ou cercle d'activité? Le 5 février, le détective Harris étudiait minutieusement les documents médicaux d'Eva Coleman. Dans les rapports du pédiatre de quartier, il était noté que Naomi s'était adressée à lui plusieurs fois avec des plaintes concernant des bleus et de petites contusions. Le pédiatre inscrivait toujours dans les dossiers médicaux la même phrase: les bleus s'expliquent par des jeux actifs à la maison. Formellement, toutes les conclusions médicales semblaient être convaincantes et ne suscitaient pas de soupçons. Mais maintenant, ces lignes sèches prenaient un autre sens. Dans le cadre de la vérification, les détectives rendirent visite aux voisins de Naomi dans le complexe résidentiel. L'une des premières interrogées fut une femme âgée nommée Madame Lee, vivant derrière le mur fin de l'appartement voisin. Son témoignage s'avéra inopinément important. La femme choisissait ses mots avec difficulté, mais affirma avec assurance. Ces dernières semaines, elle entendait souvent les pleurs étouffés d'Ava. Parfois, cela arrivait dans la journée, parfois vers le soir. Mais toujours, les sons étaient faibles, comme si on essayait soigneusement de les cacher. Lorsque l'enquêteur demanda si elle avait entendu la voix de la mère ou de quelqu'un d'autre, Madame Lee secoua la tête. Seulement Ava. Elle n'y accordait pas grande importance, pensant que c'était un comportement normal à cet âge. Harris revenait sans cesse à la même question. Si Eva ne pratiquait aucune activité physique en dehors de la maison, d'où pouvaient venir ces marques? Les médecins confirmaient que les ecchymoses de ce type apparaissent généralement suite à des chutes imprudentes ou des chocs contre des objets durs. Mais pour qu'elles apparaissent avec une telle régularité, il fallait soit des traumatismes réguliers, soit une action extérieure systématique. Essayant de mieux comprendre la situation, l'enquête commença à étudier l'entourage proche d'Ava. Il s'avéra qu'une semaine avant l'incident, la grand-mère maternelle avait passé plusieurs jours avec elle. Dans le cadre de la procédure standard, la grand-mère fut convoquée pour un entretien. Lors de la rencontre, la femme semblait bouleversée, décrivait en détail les jours passés avec Ava, assurant qu'aucune blessure n'avait été infligée à la fillette en sa présence. Elle parlait sincèrement et sans hésitation, mais cela ne suffisait pas pour la disculper complètement.
Le témoignage de la grand-mère était important, mais l'enquête nécessitait plus de preuves de son innocence. La femme fournit des photographies prises avec son téléphone portable 3 jours avant l'incident. Harris examina longuement ces clichés, agrandissant l'image sur l'écran du moniteur. Sur les photos, Ava souriait et avait l'air absolument heureuse. Mais surtout, sur sa peau, il n'y avait aucune trace visible ou ecchymose. Cela signifiait que les bleus sur le corps de la fillette étaient apparus plus tard, dans les 3 derniers jours précédant la tragédie. L'enquête comprenait que la grand-mère sortait temporairement de la liste des suspects, bien qu'il soit trop tôt pour l'exclure complètement. Entre-temps, les enquêteurs eurent accès à une nouvelle série de rapports médicaux. Il y était noté que les ecchymoses étaient d'âges différents, mais les plus visibles étaient apparus au plus 72 heures avant le jour fatidique. Harris comparait attentivement ces données avec les déclarations de Naomi. Celle-ci continuait à assurer que les bleus étaient apparus suite à des chutes à la maison, mais le ton de sa voix et le choix de ses mots devenaient de moins en moins convaincants. Les détectives retournèrent également au grand ours en peluche qui avait été saisi dans le débarras de l'appartement. Ses yeux en plastique dur pouvaient y laisser ces traces spécifiques de pression sur la peau. L'enquête comprenait que le jouet avait pu jouer un rôle important dans l'affaire, bien qu'elle ne tire pas encore de conclusion ferme. À la fin de la journée, en parcourant un énième rapport, Harris remarqua une conclusion de l'expert médico-légal. Il y était clairement indiqué que l'emplacement et le caractère des anciennes ecchymoses ne pouvaient être accidentels. Mais le plus troublant était ailleurs. Les experts refusaient d'affirmer catégoriquement que ces traumatismes résultaient de violences domestiques, bien qu'ils n'excluent pas cette possibilité. Le document se terminait par une réserve standard qui ne clarifiait rien définitivement, mais donnait à l'enquête des raisons de s'inquiéter sérieusement. Maintenant, les enquêteurs savaient que les bleus sur le corps d'Ava étaient apparus très récemment, et leur origine était préoccupante. La grand-mère sortait temporairement du champ de vision des détectives, mais restait une figure qu'il ne fallait pas oublier. Quant à Naomi, elle devait à nouveau expliquer en détail ce qui s'était passé dans l'appartement dans les derniers jours de la vie d'Ava. L'enquête s'approfondissait de plus en plus dans les détails de la vie familiale de Naomi Coleman, comprenant que les secrets qu'elle cachait pouvaient s'avérer beaucoup plus terrifiants et proches qu'ils n'avaient semblé initialement. Le 3e jour après la tragédie, l'attention de l'enquête fut attirée par un nouveau détail important. Les experts criminalistiques découvrirent l'empreinte fraîche d'une petite paume sur la face intérieure de la poignée d'une armoire dans l'appartement de Naomi Coleman. Elle était à peine visible, mais significative. D'où venait-elle ? Et comment était-elle liée aux événements de cette nuit ? Restait à découvrir. Les experts arrivèrent dans l'appartement de Naomi le matin, 3 jours après l'incident. L'enquêteur Harris les accompagnait, observant silencieusement comment les criminalistiques examinaient méthodiquement chaque surface. L'attention de tous fut attirée par une grande armoire encastrée avec une porte en bois. Le spécialiste passa lentement le pinceau avec la poudre sur la face intérieure de la poignée, et bientôt, une empreinte de paume petite mais bien claire apparut. Harris s'approcha, examinant attentivement la découverte. À côté de l'empreinte, on distinguait de fines rayures et plusieurs échardes microscopiques, indiquant clairement que quelqu'un avait essayé avec force de s'accrocher à la poignée. Les enquêteurs mesurèrent prudemment la hauteur à laquelle se trouvait cette empreinte, 110 cm du sol. La taille d'Eva, selon les documents médicaux, était de 93 cm. Il semblait évident que sans aide extérieure, Ava n'aurait pas pu atteindre la poignée de l'armoire. Néanmoins, l'empreinte était absolument précise et lui appartenait. Cette contradiction devint centrale dans la nouvelle version de l'enquête. L'enquête envisagea la possibilité qu'Eva ait pu atteindre la poignée par elle-même en utilisant une sorte d'escabeau. Les détectives examinèrent attentivement le sol et l'espace autour de l'armoire. Des jouets, des livres et autres petits objets étaient éparpillés à plusieurs endroits. Théoriquement, Eva aurait pu les empiler les uns sur les autres et essayer d'atteindre. Cette version semblait plausible et devint de travail pour l'enquête. Cependant, Harris décida personnellement de vérifier cette possibilité.
Il disposa soigneusement sur le sol près de l'armoire de gros jouets, essayant de construire une sorte d'escabeau stable. La construction obtenue semblait trop fragile, mais l'enquêteur devait mener l'expérience jusqu'au bout. Il recula d'un pas et invita l'expert en criminalistique à confirmer ou infirmer cette théorie. Après plusieurs tentatives prudentes, il fut clair, se maintenir sur de tels objets était pratiquement impossible. Ils s'écroulaient immédiatement. La version semblait douteuse, mais n'était pas encore complètement exclue. Parallèlement, une nouvelle hypothèse émergea. Ava aurait pu s'enfermer dans l'armoire elle-même en jouant à cache-cache. Cela pouvait expliquer l'empreinte et les rayures. La fillette aurait pu prendre peur et essayer d'ouvrir la porte de l'intérieur. À première vue, cela expliquait les indices trouvés. Mais Harris était un enquêteur suffisamment expérimenté pour ne pas croire sur parole. Il s'approcha à nouveau de l'armoire et examina attentivement sa porte. Il n'y avait pas de serrure sur l'armoire, mais la porte était suffisamment lourde et s'ajustait étroitement au corps. L'ouvrir de l'intérieur pouvait s'avérer une tâche trop compliquée pour Eva. Les experts prirent à nouveau des mesures et effectuèrent une série de tests, essayant de déterminer si elle aurait pu fermer la porte elle-même et rester enfermée à l'intérieur. Les résultats étaient ambigus. Théoriquement, c'était possible, mais la confirmation pratique d'une telle version était absente. L'enquêteur demanda à l'expert criminalistique de démontrer à quelle hauteur Ava aurait pu atteindre la poignée en se mettant sur la pointe des pieds. L'expert mesura prudemment la distance. Même sur la pointe des pieds, avec le bras tendu vers le haut, il lui manquait au minimum 12 cm pour atteindre la poignée de l'armoire. Cette découverte annulait immédiatement l'hypothèse qu'Eva aurait pu s'enfermer seule. L'enquête fut contrainte de reconnaître. La porte de l'armoire avait été fermée par un adulte. Harris recula d'un pas, étudiant calmement l'armoire et comprenant toute la gravité de la situation. Maintenant, le cercle des suspects se rétrécissait drastiquement. Brandon avait depuis longtemps un alibi fiable. La grand-mère d'Ava était temporairement exclue du nombre des suspects à cause de photos convaincantes prouvant son innocence. Il ne restait qu'une seule personne physiquement capable de fermer la porte de l'armoire, Naomi Coleman, la mère d'Ava. L'enquêteur ne se dépêchait pas de tirer des conclusions définitives, mais il était évident que les preuves s'accumulaient de plus en plus contre Naomi. Il regarda à nouveau l'empreinte trouvée de la petite paume, couverte de rayures à peine visibles, et comprenait qu'Eva avait désespérément essayé d'ouvrir l'armoire de l'intérieur. Cela devenait plus qu'un indice. C'était un signal clair qu'on ne pouvait ignorer. Maintenant, les enquêteurs devaient à nouveau revenir à Naomi et découvrir ce qu'elle cachait. Mais cette fois, les détectives savaient sur quoi exactement porter leur attention dans son récit. Le 4e jour de l'enquête, les enquêteurs étudièrent minutieusement l'ordinateur portable saisi dans l'appartement de Naomi Coleman. L'attention particulière des détectives fut attirée par l'enregistrement Zoom trouvé dans la mémoire de l'appareil. Il devint important de comprendre ce qui se passait exactement à l'écran pendant cet intervalle où, présumément, la tragédie s'était produite. Le détective Harris était assis dans le bureau, étudiant attentivement le rapport détaillé sur les données obtenues de l'ordinateur de Naomi. Selon les logs de l'application Zoom, le soir du 3 février, Naomi participait à un entretien à distance. La réunion avait commencé à 22h55 et n'avait au début suscité aucun soupçon. Tout se déroulait régulièrement et calmement jusqu'à 23h02, quand Naomi avait soudainement coupé le microphone. L'application avait clairement enregistré l'activation du mode muet. À 23h03, la vidéo avait été mise en pause manuellement. Ces manipulations coïncidaient parfaitement temporellement avec les événements critiques fixés par la caméra dans l'ascenseur. Le détective revit plusieurs fois cette information, ne se dépêchant pas de tirer des conclusions. Il était évident que Naomi avait elle-même interrompu la communication vidéo. Les experts confirmèrent, l'enregistrement s'était arrêté non pas à cause d'un dysfonctionnement technique, mais suite aux actions directes de l'utilisateur. Harris sentait que ce détail pourrait devenir une preuve clé dans l'enquête. Comprenant l'importance du moment, l'enquêteur convoqua à nouveau Naomi pour un entretien. La femme semblait fatiguée et tendue, évitant les regards directs. Quand Harris lui demanda pourquoi elle avait arrêté la vidéo manuellement,
Naomi marqua une pause, puis répondit calmement qu'elle avait soi-disant soudainement perdu Internet. Cette version était logique et simple, mais pour l'enquête, trop commode. Harris décida de vérifier ses paroles directement via le support technique de Zoom. La demande officielle fut envoyée immédiatement, et quelques heures plus tard arriva la réponse. Aucun problème de connexion au moment de la vidéoconférence n'avait été enregistré. Le canal Internet de Naomi était absolument stable. Aucun dysfonctionnement n'avait été enregistré par le système. Cette information devint une contradiction sérieuse dans les paroles de la suspecte. Naomi affirmait que la communication vidéo s'était interrompue accidentellement à cause d'une perte de connexion. Mais maintenant, les détectives savaient exactement que c'était un mensonge. Ce fait ne lui laissait pas de place pour manœuvrer, bien que l'enquête ne tire toujours pas de conclusion hâtive. Harris nota cela comme une fausse piste fermée et continua à chercher l'explication de ses actions. Parallèlement, l'équipe d'enquête vérifia les enregistrements des caméras du couloir à l'étage au moment de la coupure vidéo. Ces caméras filmaient tout le couloir menant de l'appartement à l'ascenseur. Sur les images, aucune personne étrangère ou mouvement n'avait été enregistré, à part Naomi elle-même. La caméra montra clairement que dans l'intervalle entre les deux images clés de l'ascenseur, qui avait filmé Naomi avec Ava, puis Naomi seule avec Ava inanimée dans ses bras, personne n'était entré ou sorti de l'appartement. Cela excluait la possibilité de participation de toute autre personne aux événements. Harris comprenait que chaque nouveau fait rendait la version de Naomi de moins en moins convaincante. Le mensonge qui auparavant pouvait sembler être simplement une tentative d'éviter des questions désagréables se transformait maintenant en preuve sérieuse. Cependant, le détective ne se dépêchait pas de tirer des conclusions bruyantes. Il devait rassembler le tableau complet et comprendre pourquoi Naomi avait eu besoin de couper urgemment la caméra et le microphone à ce moment-là. À la fin de cette même journée, assis à son bureau dans le commissariat, Harris revint aux détails du rapport Zoom. L'heure d'arrêt de l'enregistrement vidéo et de la coupure du microphone coïncidait parfaitement avec l'intervalle entre les deux enregistrements de la caméra de l'ascenseur. Il ferma lentement les yeux, comparant chaque détail. Si auparavant Naomi pouvait encore essayer d'expliquer ses actions par une simple coïncidence, maintenant sa version semblait complètement détruite. Harris relança l'enregistrement du couloir. Les images étaient distinctes et continues. Personne d'autre que Naomi ne s'y trouvait. Il regarda le grand moniteur où était affichée la chronologie des événements et réalisa que ce qui s'était passé dans l'appartement ne pouvait plus être expliqué par le hasard. Naomi avait consciemment éteint la vidéo et le son, cachant quelque chose qui se passait hors champ. Maintenant, il ne restait à l'enquête qu'à découvrir ce que Naomi essayait exactement de cacher en coupant Zoom. La réponse à cette question pourrait être la clé définitive pour résoudre toute l'histoire. 5 jours après la tragédie, l'attention de l'enquête se porta à nouveau sur les détails de cette nuit. Lors de la vérification des enregistrements des caméras de surveillance au 18e étage du complexe résidentiel, les détectives découvrirent une anomalie inattendue. L'éclairage du couloir était complètement coupé exactement pendant 1 heure, de 22h30 à 23h30. La question de savoir qui avait fait cela et pourquoi devint une nouvelle tâche importante de l'enquête. La première personne que le détective Harris convoqua pour interrogatoire fut le gardien du complexe résidentiel, Robert Fong, âgé de 24 ans. Le jeune homme semblait visiblement troublé, mais parlait avec assurance et n'essayait pas de cacher quoi que ce soit. Harris commença l'interrogatoire prudemment, sans pression, demandant simplement d'expliquer pourquoi l'éclairage au 18e étage était coupé précisément ce soir-là. Robert répondit calmement qu'il exécutait une demande des locataires de l'appartement 1708. Dans le journal de maintenance technique du bâtiment figurait effectivement une note officielle. Coupure d'éclairage au 18e étage à des fins d'économie d'énergie, à la demande des locataires de l'appartement numéro 1708. La demande avait été faite à l'avance et était entièrement correcte. Harris étudia attentivement la page du journal, puis demanda pourquoi Robert n'avait pas trouvé étrange la coupure de l'éclairage. Le gardien répondit que de telles demandes étaient une pratique courante, surtout les week-ends. Cependant, le détective comprenait. La coïncidence était trop suspecte pour simplement l'accepter.
L'étape suivante fut la vérification de tous les locataires de l'appartement 1708, la famille Ruiz. Ils vivaient à cet étage depuis 3 ans et n'étaient jamais entrés dans le champ de vision de la police. Harris se rendit personnellement chez eux pour clarifier la situation. Les époux Ruiz racontèrent sans aucune hésitation qu'ils se trouvaient ce soir-là à une soirée chez des amis à Richmond. Ils confirmèrent leurs paroles avec des reçus de taxi et un test d'alcoolémie effectué par les agents de police routière au retour. Les témoignages et documents coïncidaient parfaitement et la version de l'implication des Ruiz fut complètement rejetée. Maintenant se posait une nouvelle question. Si les locataires de l'appartement 1708 étaient ce soir-là ailleurs, qui exactement avait pu profiter de l'obscurité dans le couloir et pourquoi ? Harris revint voir le gardien Robert et lui demanda d'expliquer comment exactement l'éclairage était coupé et comment les caméras de surveillance fonctionnaient dans ce cas. Robert affirma avec assurance que la coupure était effectuée à distance via le poste de garde central et que les caméras passaient automatiquement en mode infrarouge. L'enregistrement continuait, mais sans éclairage couleur, seulement en noir et blanc. Cela signifiait que malgré l'obscurité totale pour l'œil humain, les caméras continuaient à enregistrer tous les mouvements dans le couloir. La version selon laquelle les locataires de l'appartement 1708 étaient d'une manière ou d'une autre liés aux événements de la nuit fut fermée rapidement. Les témoignages et documents confirmant leur absence ne soulevèrent aucun doute. Les détectives ne perdirent plus de temps à vérifier cette version et se concentrèrent sur une autre direction. Harris examina attentivement les enregistrements de la caméra infrarouge du couloir pendant toute l'heure de coupure de l'éclairage. D'abord, l'image était immobile et seules les faibles silhouettes de la porte et des murs rappelaient que l'enregistrement continuait. Mais exactement à 23 heures, la caméra infrarouge enregistra clairement un mouvement. Harris ralentit la lecture et augmenta la luminosité de l'écran, essayant de distinguer les détails. Bientôt, il vit clairement une silhouette qui se dirigeait de l'appartement de Naomi Coleman vers le débarras. La silhouette était familière. On pouvait sans aucun doute l'identifier comme Naomi elle-même. Elle bougeait rapidement, mais prudemment, tenant clairement quelque chose de volumineux dans les mains. Après un examen minutieux de l'image, il devint clair que c'était un grand jouet en peluche, ce fameux ours avec des yeux en plastique dur qui fut plus tard trouvé dans le débarras. Harris se figea devant l'écran, ne bougeant pas et clignant à peine des yeux. Dans sa tête, le tableau complet se formait rapidement. L'éclairage coupé, la demande faite à l'avance, l'obscurité totale sur laquelle comptait Naomi et son déplacement dans le couloir avec le jouet qui deviendrait plus tard une preuve importante. Tout cela n'indiquait qu'une chose. Naomi avait pensé et préparé à l'avance les conditions dans lesquelles elle pouvait agir sans être remarquée. Harris se pencha lentement contre le dossier de sa chaise, regardant le plafond et rassemblant toute la chaîne d'événements. Le puzzle se transformait progressivement en un tableau cohérent, d'où disparaissaient les hasards et apparaissait un dessin clair et calculé. Maintenant, il était clair que Naomi avait utilisé l'obscurité préparée à l'avance pour un déplacement qui ne devait pas être remarqué par les locataires ordinaires. Elle comptait sur le fait que les caméras ne fixeraient pas ses actions pleinement, ne réalisant pas qu'elles étaient passées en mode infrarouge. Le détective comprenait qu'il s'approchait pas à pas de la solution de toute l'histoire. Maintenant, il savait exactement que Naomi Coleman avait fait tout son possible pour que les événements de cette nuit restent cachés aux yeux étrangers. Mais les preuves n'étaient donc pas de son côté, et la prochaine rencontre avec les enquêteurs pourrait être décisive. Le 8e jour de l'enquête apporta une nouvelle preuve importante qui pouvait complètement expliquer l'origine de 2 ecchymoses symétriques sur le cou d'Ava Coleman. Ces marques avaient été dès les premiers jours l'objet d'une attention particulière de l'enquête. Maintenant, les détectives devaient établir comment elles avaient été obtenues et qui était impliqué dans leur apparition. La matinée du 15 février commença par une expérience importante au laboratoire d'expertise médico-légale. Au centre de la pièce, sur une table stérile, était posé ce fameux grand ours en peluche, trouvé auparavant dans le débarras de Naomi Coleman. L'expert médico-légal, Dr Samantha Williams, prit soigneusement l'œil en plastique du jouet et l'appliqua prudemment sur la photo des ecchymoses du cou d'Eva. La coïncidence s'avéra pratiquement parfaite. La forme,
la taille et même la distance entre les ecchymoses correspondaient complètement à la distance entre les yeux de l'ours. La vérification ne s'arrêta pas là. Les techniciens judiciaires examinèrent minutieusement le tissu du pyjama d'Ava dans lequel elle avait été trouvée cette nuit-là. Les experts examinèrent attentivement les fibres sous un microscope puissant et découvrirent bientôt ce qu'ils cherchaient, de minuscules poils identiques aux poils du jouet. Ces fibres furent fixées précisément sur le col du pyjama d'Ava, à proximité immédiate de son cou. Il devint maintenant clair que le jouet n'était pas simplement près d'Ava au moment de la tragédie, mais était en contact direct avec son cou. Ce détail changea toute l'image des événements et ouvrit à l'enquête une nouvelle version importante de ce qui s'était passé. Cependant, Harris et son équipe se posèrent la question logique suivante. Cet ours était-il vraiment capable de conduire à de si graves conséquences ? Son poids et sa construction étaient-ils suffisants pour infliger de tels dommages ? Seul un spécialiste pouvait répondre à cette question. Le docteur Williams écouta sans émotion la question d'Harris et donna une réponse brève et claire. Oui, à condition qu'une main d'adulte agisse sur l'ours. Elle expliqua que le poids du jouet seul était insuffisant pour bloquer complètement les voies respiratoires, mais avec une pression modérée de la main d'un adulte, le plastique des yeux pouvait facilement créer exactement ces traces qui avaient été trouvées sur le cou d'Ava. Harris écouta attentivement l'experte, réalisant toute l'importance de ses paroles. Pour la première fois dans l'affaire, apparaissait une base médicale solide confirmant les actions qui avaient conduit aux conséquences tragiques. Malgré le caractère convaincant de la conclusion des experts, la défense de Naomi tenta d'expliquer les preuves trouvées par une chute accidentelle du jouet. L'avocat émit la supposition qu'Eva avait pu accidentellement faire tomber le lourd ours sur elle, ce qui avait conduit à la formation des ecchymoses caractéristiques sur son cou. Pour vérifier cette version, une reconstruction judiciaire détaillée fut organisée. L'enquête organisa une vérification expérimentale classique de l'hypothèse de la défense. Les experts judiciaires reproduisirent plusieurs variantes de chute possibles de l'ours de différentes hauteurs. Dans chaque expérience, la force de l'impact était soigneusement mesurée et les résultats étaient documentés. Après une série d'essais, le docteur Williams résuma les expériences devant Harris et l'équipe d'enquêteurs. Selon les données obtenues, lors de la chute de l'ours d'une position verticale de la hauteur de la taille d'Ava, la force d'impact s'avérait environ 2 fois moindre que celle qui aurait pu conduire à de si profondes et distinctes ecchymoses. Les experts conclurent catégoriquement la version de la défense ne résistait à aucune critique et n'était pas confirmée par les mesures physiques. Harris regarda à nouveau les photos des ecchymoses, comprenant que maintenant plus rien ne pouvait justifier le caractère accidentel de ce qui s'était passé. Le jouet, que l'enquête avait jusqu'alors considéré comme une preuve auxiliaire, devenait la partie centrale du mécanisme qu'un adulte avait utilisé pour commettre le crime. L'enquête établit définitivement que l'ours en peluche avait été utilisé non seulement comme objet de pression, mais aussi comme une sorte de silencieux, supprimant tous les sons. Maintenant, les enquêteurs savaient exactement que Naomi était la seule personne adulte qui aurait pu physiquement utiliser ce jouet de cette manière. Devant le détective Harris se trouvait maintenant une preuve irréfutable qui liait incontestablement Naomi Coleman à la tragédie survenue dans son appartement. Naomi ne pouvait plus nier l'évidence, mais les enquêteurs savaient que l'étape finale de l'enquête serait la plus difficile et la plus responsable. Le 11e jour de l'enquête était arrivé. Maintenant, l'enquête avait en main tous les faits et preuves nécessaires. Mais il restait une question importante qui pouvait définitivement tout remettre en place. L'état psychique de Naomi Coleman et ses intentions au moment de l'incident. Le 18 février, au commissariat de police d'Edmonton, eut lieu une rencontre de l'enquêteur Harris avec le psychiatre judiciaire principal, Dr. Andrew Jenkins. Sur la table devant Harris se trouvait le rapport psychiatrique officiel sur l'état de Naomi Coleman, préparé d'après les résultats d'entretiens et examens prolongés. La conclusion était claire et laconique, bien que ces formulations soulevassent beaucoup de questions. Le docteur Jenkins confirma que Naomi se trouvait depuis longtemps sous l'influence d'un stress chronique. Elle était sujette à des éclats affectifs aigus, dans les moments desquels elle perdait le contrôle émotionnel,
Cependant, le psychiatre souligna le fait le plus important. Malgré ces manifestations, Naomi conservait sa pleine responsabilité et sa capacité à réaliser les conséquences de ses actions. En d'autres termes, son état ne pouvait être utilisé pour justifier les actions qu'elle avait commises ce soir-là. Le même jour eut lieu un nouvel interrogatoire de Naomi. Dans la pièce, c'était silencieux et Harris écoutait attentivement chaque mot. La question était simple et directe. Pourquoi avait-elle appliqué une action physique à l'aide du jouet? Naomi répondit calmement et uniformément, évitant le regard direct. « J'avais besoin de silence, juste pour 10 minutes. » Dans sa voix, il n'y avait pas de repentir ou d'agitation, seulement de la fatigue et de l'irritation. À la question de savoir si elle réalisait les conséquences possibles, Naomi répondit froidement. « J'ai simplement appuyé avec le jouet pour qu'Ava reste tranquille. Je ne voulais pas lui faire de mal. » La réponse de Naomi ouvrit un nouveau tournant pour la défense. Son avocat utilisa immédiatement la déclaration de sa cliente et déclara à l'enquête que les actions de Naomi étaient causées exclusivement par la panique et un élan émotionnel. Il affirmait que Naomi ne pouvait pas réaliser la force de pression qu'elle exerçait. Cette version sonnait de manière convaincante, et l'enquête devait la vérifier de la manière la plus minutieuse. Harris s'adressa à nouveau aux experts. Les spécialistes médicaux expliquèrent qu'un éclat émotionnel et la panique pouvaient effectivement conduire à des actions incontrôlées. Cependant, dans le cas de Naomi, compte tenu de son profil psychologique, elle pouvait parfaitement réaliser et contrôler la force avec laquelle elle exerçait la pression. L'argument le plus important était que selon la conclusion du psychiatre, elle n'avait pas perdu la capacité de contrôler ses actions. Cependant, la défense continuait à insister sur sa version, soulignant que Naomi se trouvait dans un état de panique imprévisible et ne pouvait pas rendre compte de ses actions. Pour le tribunal et l'enquête, cette version semblait suffisamment convaincante pour organiser une audience spéciale où furent étudiés les matériels vidéo qui avaient fixé le comportement de Naomi directement après ce qui s'était passé. À l'audience du tribunal, tous les regards étaient tournés vers l'écran où était diffusé l'enregistrement de la caméra de l'ascenseur. Le timing était réglé avec une précision particulière. L'enregistrement commençait exactement au moment où Naomi était sortie de l'appartement et s'était dirigée vers l'ascenseur avec Ava inanimée dans ses bras. Le juge et les jurés observaient attentivement l'expression du visage de Naomi sur la vidéo. À l'écran, on voyait qu'elle semblait tendue, mais absolument calme. Aucune panique ou émotion incontrôlée ne se lisait sur son visage. Les spécialistes notèrent séparément un détail important. D'après l'enregistrement, on pouvait déterminer avec précision que les premiers signes de panique étaient apparus chez Naomi seulement 8 minutes après que Zoom ait été coupé. Cela signifiait que Naomi avait eu suffisamment de temps pour réaliser ce qui s'était passé. Un tel comportement ne correspondait clairement pas à la version de la défense sur la panique soudaine. Dans la salle du tribunal régnait un silence tendu. Maintenant, l'accusation avait un argument important et irréfutable qui prouvait que les actions de Naomi étaient conscientes et contrôlées. Le détective Harris nota calmement dans son carnet « La version de la défense sur la panique perdait rapidement sa plausibilité et l'enquête approchait de l'étape finale et décisive. Maintenant, l'enquête avait tout pour mettre définitivement le point final dans l'affaire Naomi Coleman. » Le 27 janvier 2025, presque un an après les événements tragiques, dans la salle du tribunal d'Edmonton se rassemblèrent tous les participants de cette affaire bruyante et retentissante. Naomi Coleman écoutait immobile le verdict. Le juge lut calmement et uniformément la décision finale, la reconnaissant coupable selon 2 articles du Code pénal du Canada. Article 2, 136, homicide involontaire, et article 2, 118, non-assistance à personne en danger. Tous les détails de l'enquête s'étaient définitivement assemblés, formant un tableau complet et irréprochable. Le procès judiciaire dura plusieurs mois. Chaque audience analysait minutieusement des épisodes et preuves séparées. L'un des moments clés du procès fut la démonstration au tribunal de la chronologie détaillée de cette nuit.
La coupure de l'appel vidéo dans Zoom, initialement déclarée par Naomi comme accidentelle, fut reconnue par le tribunal comme une tentative de cacher le bruit d'Ava. Les experts confirmèrent que le microphone avait été coupé consciemment, manuellement, et qu'il n'y avait eu aucun dysfonctionnement du réseau. La reconstruction des événements présentés par les criminalistiques devint également une preuve irréfutable. Les spécialistes montrèrent visuellement au tribunal comment la taille d'Ava, 93 cm, ne lui permettait pas d'atteindre seule la poignée de l'armoire, 110 cm. La version de Naomi selon laquelle Ava aurait pu s'enfermer elle-même fut détruite lors d'une démonstration claire et sèche de l'impossibilité de telles actions. Le témoignage de l'expert médico-légal qui confirma l'identité de la forme et de la taille des ecchymoses sur le cou d'Ava avec les yeux en plastique de l'ours jouet s'avéra décisif. Le tribunal reconnut que Naomi avait utilisé le jouet pour supprimer les sons qu'Ava aurait pu émettre. Les traces de fibres du jouet trouvées sur le pyjama devinrent le dernier détail qui fixa définitivement les preuves. L'alibi de Brandon Nguyen fut complètement confirmé et son message fut reconnu comme une simple tentative de pression émotionnelle de la part de Naomi. L'enquête leva tous les soupçons sur lui et ferma officiellement cette ligne d'investigation. À la dernière audience judiciaire, Naomi essayait encore d'insister sur la version de l'accident. Les avocats parlaient de panique et d'instabilité émotionnelle. Mais le tribunal démontra encore une fois les enregistrements de la caméra dans l'ascenseur et les matériels vidéo de la caméra infrarouge dans le couloir, où l'on voyait Naomi se déplacer tout à fait calmement dans l'appartement et le couloir, pendant plusieurs minutes après la coupure de Zoom. Le tribunal établit que sa panique était survenue beaucoup plus tard et n'était clairement pas la première réaction. L'argument final et décisif fut la reconstruction physique des événements par les experts médico-légaux. Ils démontrèrent que la chute accidentelle du jouet ne pouvait pas créer une telle pression qui avait été fixée sur le cou d'Ava. Cette reconstruction détruisit complètement tous les arguments restants de la défense. Après un examen complet de toutes les circonstances et preuves, le juge annonça le verdict final. Naomi Coleman fut condamnée à 17 ans de privation de liberté avec surveillance obligatoire ultérieure par un psychiatre. La sentence fut énoncée uniformément et sèchement, sans aucun commentaire émotionnel. Malgré la clarté et la complétude du verdict, certains moments de l'affaire restèrent derrière des portes fermées. La question de savoir s'il y avait eu des épisodes de violence auparavant resta sans réponse pour le public et fut placée dans les matériaux de l'affaire sous la mention « Accès limité ». Sous cette même mention fut fermée l'histoire de l'apparition des ecchymoses précoces sur le corps d'Ava. Ces informations ne furent pas énoncées au tribunal et restèrent informations internes de l'enquête. L'histoire d'Ava Coleman, commencée par un soir ordinaire et terminée par une tragédie, ne fut complètement révélée que dans les documents officiels. De nombreux détails ne deviendront jamais accessibles au grand public. Mais l'enquête et le tribunal firent tout leur possible pour reconstituer les événements de manière maximalement objective. Pour le détective Michael Harris, cette affaire était fermée. Maintenant, elle gisait parmi de nombreux autres dossiers dans les archives du département judiciaire, n'attendant qu'une conservation silencieuse.